بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني نحب أولا نشكر سي الهاشمي لوزير على الدعوة الكريمة اللي دعاني باش نتكلم على تاريخ معهد باستور. كما أريد أن أقدم تحية وعبارات الإجلال إلى كل الإخوان الحاضرين، وإذا تسمحوا باش نقدم التاريخ هذايا يمكن يصعب شوية باش نقدمه باللغة العربية، لأن فيه كثير من الكلمات اللي هي تقنية فرنسوية، ولذا كان تسمحوا نتكلم بالفرنسوي. احنا نرجع لأول المستوى القرن الفائت في عام 1857. Louis Pasteur a étudié les fermentations. Il constate qu'elles sont dues à un ferment vivant qui se multiplie. Pasteur démontre que leur étude nécessite un milieu fermentescible ne renfermant aucun être vivant. Et on peut obtenir cela en faisant passer le milieu à ébullition. On ensemence le milieu avec une trace de ferment à l'état de pureté. Cette nécessité de culture pure, c'est-à-dire ne contenant aucun autre micro-organisme, est à l'origine de toute la technique microbiologique. On peut dire que tout s'enchaîne dans l'œuvre de Pasteur, depuis les travaux sur la cristallographie et les fermentations, jusqu'à la découverte des vaccins et jusqu'à la prophylaxie de la rage. En 1893, Pasteur, qui avait éclairci le mécanisme de la fermentation, est sollicité par la direction de l'agriculture à Tunis. Il a été sollicité par l'intermédiaire du résident général de France à Tunis à l'époque, Charles Rouvier. Charles Rouvier lui a demandé d'intervenir pour faire répartir dans les cuves de fermentation, pour faire repartir le milieu fermentescible, le jus de raisin, dans les cuves de fermentation, afin de fabriquer du bon vin. Charles, donc, quelques temps après, son élève et neveu, le docteur Adrien Loire, débarque à Tunis avec dans ses bagages des levures qui sont sélectionnées pour permettre aux viticulteurs de reprendre leur production, la production du vin. Installé en pleine ville, dans quelques salles du bâtiment du contrôle civil, aménagées en laboratoire, Adrien Loire étend rapidement son activité à la vaccination contre la rage, à la production de vaccins antivarioliques, à celle du sérum antidiphtérie et aux analyses médicales pour les hôpitaux, les dispensaires et la clientèle privée. De son côté, le sultan Abdelhamid Thani, l'un des premiers et des plus généreux donateurs à la souscription internationale pour la construction de l'Institut Pasteur de Paris, eut recours à Louis Pasteur, au sommet de sa gloire, au sujet d'une épidémie de choléra survenue dans sa capitale. Le docteur André Chantemesse, désigné pour prendre les mesures nécessaires, suggéra au sultan de doter Constantinople d'un institut. C'est ainsi qu'en 1893, l'année même de l'arrivée d'Adrien Loire à Tunis, Maurice Nicole fut dépêché à Istanbul pour fonder un institut de microbiologie. Son frère cadet, Charles Nicole, interne des hôpitaux de Paris, soutenait alors sa thèse à Paris. À Tunis, au bout de 9 ans d'utiles travaux englobant également des interventions de prospection et d'hygiène, le laboratoire d'Adrien Loire est promu au rang d'Institut Pasteur, le 3e institut du monde, après Paris qui a été fondé en 1888 et Saïgon en 1895. En raison de l'exiguïté des locaux et de l'augmentation des besoins, une nouvelle construction est décidée par le gouvernement du protectorat. Mais à la fin de l'année 1900, Adrien Loire quitte Tunis pour Le Havre, laissant son institut à un intérimaire, le vétérinaire
Édouard Duclou. En 1902, de retour de Constantinople, Maurice Nicole, auquel le poste de Tunis est proposé, préfère reprendre son poste à l'Institut Pasteur à Paris. Son frère cadet, Charles Nicole, découragé par l'indifférence de l'administration rouennaise à son égard, et estimant que sa province n'était pas mûre pour la création d'un centre d'études médicales et de recherche laboratoire, qu'il essayait vainement de mettre sur pied, sauta sur l'occasion. Il était âgé de 36 ans et déjà atteint d'un début de surdité lorsqu'il débarqua à Tunis. Un fascicule intitulé « Les premières années de Charles Nicole à la direction de l'Institut Pasteur de Tunis » qui m'avait été remis en 1976 par son fils, le docteur Pierre Nicole, chef de service de l'Institut Pasteur de Paris, contient certaines lettres de Charles Nicole qui nous éclairent sur l'homme. Il nous éclaire sur l'homme dans son intimité et sur sa vie à Tunis au début du siècle. Je me propose, au début du siècle dernier, bien entendu, je me propose dans la première partie de cet exposé de faire revivre à travers ces lettres les premières impressions de Charles Nicole sur ce qu'il désignera plus tard son pays d'adoption et sur les premières années de l'Institut Pasteur de Tunis. Le 28 décembre 1902, 5 jours après son arrivée à Tunis, Charles Nicole écrit à sa mère « Tunis est une très jolie ville. Le quartier français est propre, avec de grandes avenues et de belles rues, magasins bien fournis, toutes les commodités de la civilisation. Le quartier arabe est absolument conservé, très pittoresque. » Le 30 janvier 1903, il étend son exploration. Je suis allé samedi dernier à 20 km de Tunis, voir des indigènes atteints d'une épidémie spéciale. Réception par le chir et visite des gourmis indigènes sous sa conduite. L'édification de son institut préoccupe beaucoup Charles Nicole, surtout en ce qui concerne l'emplacement qui lui est proposé. Charles Nicole refuse l'emplacement qui lui est proposé et qui lui a été proposé dans un terrain qui est instable près du port de Tunis et menace même de repartir en France par le premier paquebot. Satisfaction lui ayant été faite, il en informe sa mère. Il écrit « J'ai déposé samedi mon rapport au directeur de l'agriculture. J'ai choisi définitivement le jardin d'essai près du Belvédère. Lundi, j'ai vu Pichon qui approuve le projet. Nous avons réglé avec lui quelques questions de détail. Pichon, bien entendu, c'est le résident général de France qui est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères de France, à 2 reprises d'ailleurs. Mais les choses ne vont pas assez vite à son gré. Le 15 février, il écrit à sa mère une longue lettre dont voici quelques passages. Pichon est parti vendredi dernier pour la France, où il séjournera 2 à 3 mois. J'ai écrit à Calmette et à Roux pour qu'ils tâchent de faire pression sur lui pour hâter la construction de l'Institut. Calmette était le directeur de l'Institut Pasteur de Lille et Roux, directeur de l'Institut Pasteur de Paris. J'ai profité du départ de mon préparateur à Sfax pour faire nettoyer le laboratoire. Nous avons fait enlever la plupart des objets encombrants qu'il contenait. C'était d'une saleté et d'un désordre inouï. On a peint les murs à la colle, changé l'affectation des salles. Quand il rentrera, il ne s'y reconnaîtra plus. Pour le remplacer, quand il partira définitivement, juillet-août, je ferai sans doute venir de Rouen le jeune Catouillard. Je suis en pourparlers avec lui. Charles Nicole s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Le 23 février 1903, il écrit à son ami rouennais, le docteur Georges Buniou. « Je deviens tout à fait tunisien. Le pays est si pittoresque. Le ciel est généralement pur et si doux que j'oublie par moments avoir vécu ailleurs. Des occupations nouvelles ont pris place de mes occupations antérieures, mais somme toute, c'est la même vie intellectuelle que je continue depuis des années. La notion de lieu perd son importance pour moi.
J'ai été un peu désorienté en arrivant ici parce que le laboratoire étant parfaitement mal organisé, je manquais des objets les plus utiles et les plus familiers. Peu à peu, je me suis fait à cette nouvelle existence. Les instruments et appareils nécessaires sont venus l'un après l'autre me retrouver, si bien que d'ici très peu de temps, je me trouverai aussi chez moi dans ce laboratoire actuel que dans l'ancien. Et Charles Nicolle dévoile à son ami son attrait pour les travaux scientifiques alors que sa pensée s'oriente vers d'autres directions. Il poursuit sa lettre. Je suis certain que vous comprendrez ces choses et pourtant, il est curieux que le côté homme de laboratoire soit celui qui, chez moi, vous soit le plus mal connu. C'est probablement parce que celui que je cache, celui que je fais le moins voir, ayant notion de son caractère trop spécial pour intéresser les autres. Et puis, quoique je consacre au laboratoire et aux travaux scientifiques la presque totalité du temps que je n'emploie pas à dormir, j'ai l'impression très nette que j'étais fait plutôt pour autre chose. Et lorsque je laisse aller ma pensée, c'est d'un tout autre côté qu'elle aurait tendance à aller. On verra tout à l'heure pourquoi. Il revient à la construction de son institut. Je presse la construction du nouvel institut. Malheureusement, je me heurte à l'administration, laquelle est la même partout. Étant par définition immortelle, elle n'a pas la notion du temps. Au-dessus de l'administration, nous avons l'heureuse chance d'avoir ici un maître absolu. Ce maître absolu n'est pas le bey, possesseur du royaume de Tunis, disent tous les décrets qui sont rendus en son nom. C'est le résident général. Il suffit que le résident dise un mot pour qu'immédiatement ce qui se dit se transforme en acte. Le 17 avril 1903, Charles Nicolle précise l'emplacement de son institut. Je cite, « J'ai reçu avis que le terrain était accordé. Non exactement celui que je demandais et qui forme la pointe du jardin d'essai vers Tunis, mais un terrain un peu plus en arrière, séparé du précédent par une avenue projetée. Le terrain que j'avais choisi formera un square et l'on modifiera pour embellir les environs du rond-point du Belvédère. Ce terrain est aussi bien que l'ancien, il sera même plus grand. Nous retenons que le terrain choisi par Charles Nicolle ne correspond en réalité à l'emplacement du square actuel qui est devant l'Institut. Le 24 avril 1903, Charles Nicolle annonce à sa mère la visite à Tunis du président de la République française, Émile Loubet. Il espère le voir poser la première pierre du futur institut. Il écrit « On est dans l'attente de Loubet. Inutile de dire que tout est arrêté jusqu'à son arrivée. Ce matin, on voulait loger dans les écuries du laboratoire les 7 chevaux destinés à tirer les voitures présidentielles, plus 3 artilleurs. Je refusai, disant qu'on ne pouvait plus mal choisir. Nos chevaux étaient infectés et de plus dangereux par la présence d'animaux inoculés. On s'est incliné, mais je crois qu'on n'a pas été convaincu. Le 1er mai 1903, il ajoute « Loubet a quitté la Tunisie avant-hier. Il est actuellement de retour à Paris, probablement très fatigué, car on ne lui a épargné aucune corvée. » La corvée dont parle Charles Nicolle ne comportait pourtant pas la pose de la première pierre du futur institut. Le 13 mai 1903, il écrit « Hier, je suis allé avec Duclou en chemin de fer sur la ligne Tunis-Bonn, visiter 2 gares où règne la fièvre intermittente afin de faire prendre au personnel de ces 2 gares les précautions contre les moustiques qui sont les agents de propagation de la maladie. Nous avons passé une journée agréable, quoique la plus grande partie du temps ait été prise par le voyage en draisine d'une gare à l'autre. La draisine est simplement une planche portée sur 4 roues. Les voyageurs s'assoient dessus, nous avions des chaises, et les Arabes, assis aux 4 coins, sur une seule fesse, font avancer sur les rails le véhicule en poussant sur le sol avec un pied. Voilà ce que faisaient les Arabes. Une question se pose, celle de savoir
le sentiment de Charles Nicolle sur la politique du protectorat. Ceci d'autant plus que certains confrères sont allés jusqu'à prétendre que le prix Nobel qui lui a été décerné en 1928 est en quelque sorte un prix Nobel tunisien. Deux documents permettent de répondre à cette question. Le premier est une lettre à son ami Georges Duhamel dans laquelle Charles Nicolle approuve la répression féroce de la révolte d'Abdelkrim au Maroc en 1925, alors que l'écrivain était carrément contre la guerre du Rif qui, comme toutes les guerres, lui faisait horreur. Donc Charles Nicolle était pour la répression. Deuxième argument est son discours lors de la cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de sa direction, dans lequel il déclare « Nous avons droit, Africains, de nous tourner vers la France et lui dire « Mère, laquelle de tes provinces a fait autant pour la santé des hommes que ta fille adoptive Afrique ?» D'ailleurs, Charles Nicolle ne parlait jamais de la Tunisie, ni des Tunisiens, mais parlait d'Afrique, d'Arabes, d'indigènes et de drapeaux bellicales. Il n'était pas non plus très commode pour les Juifs. En juin 1903, Charles Nicolle évoque son premier contact avec le typhus. Le typhus sévissait dans un pénitencier indigène situé à 20 km au sud de Tunis, de Jougar. Je demandais au médecin de cet établissement de l'accompagner dans ses visites hebdomadaires. Nous prîmes jour. La veille, j'eus une hémoptysie. Une hémoptysie, c'est un saignement, une expectoration de sang. Sans cet accident, mon premier contact avec le typhus eût sans doute été le dernier. Mon confrère Moto, son domestique, se rendirent à Jougar. Ils y couchèrent, ils contractèrent le typhus et tous deux moururent. La construction de l'Institut Pasteur est enfin achevée. Elle le fut en un temps record, 1 an et 3 mois. Son inauguration officielle a été fixée au 3 mai 1905. Charles Nicolle décrit cette inauguration avec verve et malice dans une lettre à son ami le docteur Bugnot. J'ai pensé utile de vous la lire dans son intégralité. Elle nous permet de découvrir une facette particulière de Charles Nicolle, son esprit plaisantin, son esprit ironique et son humour. Voilà ce qu'il dit. Oui, monsieur, ce fut une belle série. Le programme avait été fixé à l'avance sur des bases administratives et louables. Les voici d'ailleurs, ces bases, telles qu'elles me furent communiquées hiérarchiquement. Le directeur de l'agriculture et du commerce serait à la porte de l'Institut avec le personnel de cet établissement qu'il présenterait au ministre en lui adressant une phrase de bienvenue. M. Nicolle montrerait ensuite son établissement, ferait un petit discours médical et statistique. Le ministre répondrait, remettrait les décorations. On remonterait en voiture par le jardin d'essai et l'école d'agriculture. Le tout aurait duré 1h30. Suivant l'heure, il pourrait y avoir une coupe de champagne sur la terrasse. Vous pensez si ce programme m'allait, surtout le petit discours et la coupe de champagne. Je répondis que j'adhérais, mais que la terrasse faisant partie de mon appartement, je croyais préférable, surtout s'il devait pleuvoir, de la remplacer par la salle d'attente des enragés, plus apte aux réceptions. Ce fut accepté. Donc, pendant 3 longs jours, Catouillard faisant fonction de caporal, notre personnel tout entier, plus 3 Arabes de louage, travaillèrent à mettre en ordre tout l'Institut. Au dehors, des ouvriers encaillassaient les routes, sablaient les avenues, et des peintres embusqués à chaque coin faisaient des retouches multicolores. Jamais l'Institut ne fut plus beau. Les portes, les vestibules regorgeaient de plantes vertes, à tel point qu'on y cherchait le mobilier habituel et respectable des reposoirs. Pas d'odeur d'encens, cependant. Pour donner au ministre une idée hautement hygiénique des mœurs de nos animaux d'expérience, j'avais fait retirer ceux-ci dans leurs appartements ou cages. En les remettant au dernier moment dans leur loge, luisante de propreté,
on devait obtenir un résultat que les plus puissants constipatoires ne sauraient atteindre. Vous reconnaîtrez, je l'espère, que cette dernière précaution constituait une idée aussi géniale que charmante. Ainsi fut fait et onc n'y vit rien. Quant au champagne, Catouillard traita avec un infâme gargotier qui put fournir des bouteilles de 3 qualités différentes suivant celles des bouches auxquelles elles étaient destinées. Ajoutez à cela 2 pavillons, l'un français, l'autre bellical, flottant au sommet de l'Institut. Mettez beaucoup du vôtre et du meilleur, et vous aurez une idée de ce que furent nos préparatifs. L'avant-veille, le vent soufflait en tempête. La nuit fut d'éclairs et d'eau. Le ministre, un médecin qui dirige les travaux publics dans votre pays, venait de Naples. De Naples, diriez-vous? Oui, de Naples. On peut bien venir de Naples, ce me semble. Tant de choses sont venues de Naples. L'onguent, le macaroni, sans compter ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est la syphilis. Vous le savez peut-être. Un ministre, en plus de tout cela, c'est peu de choses. On l'attendait le lundi soir. C'était ne pas compter sur la tempête qui le fit relâcher à Palerme, ce dont il se trouva bien son estomac reposé. Enfin, il arrive à Tunis dans un état piteux, le mardi seulement à 10 heures du matin. Le temps de sauter dans un canot, puis dans un sapin, et on vous le mène, peu fringant mais morose, inaugurer une école professionnelle. Le premier mot qu'il prononce en y arrivant fut « Ah non, pas ça ». Il demanda à boire. Il n'y avait pas un verre d'eau. En attendant qu'on le lui apporte, il dut subir un discours larmoyant et bikilométrique du sieur Machuel, directeur de l'enseignement. Celui-ci était tellement ému, on n'a jamais su pourquoi, qu'il commença à pleurer au beau milieu du discours. D'abord comme un veau, puis comme 2, puis comme une fontaine, ensuite comme un fleuve, enfin comme le plus incontinent des prostatiques. Le ministre ayant bu s'en alla déjeuner à la Maison de France. C'est ainsi qu'on nomme ici la boîte à pichons. J'y étais invité avec quelques grosses légumes dans mon genre, mais je me fis excuser pour me réserver aux préparatifs de notre fête. Il devait arriver à 2h30. C'était ne pas compter avec les représentants de Bizerte, lesquels sont à l'affût de tout ce qui se passe, avec un portefeuille pour sauter dessus et présenter leurs doléances. Ce sont aussi des gens larmoyants, mais moins que ceux de Souk El Arba qui leur succèdent. Cela nous valut un retard de plus d'une demi-heure. Dans le vestibule de l'Institut Pasteur, j'attendais, Catouillard aux côtés. La cour se remplissait de gens. Dieu, que l'attente est cruelle. J'étais en habit, Catouillard de même. Autour de nous, des uniformes, des redingotes, des blouses. J'écrasais à chaque pas des plantes vertes. Catouillard suait d'émotion. Le directeur de l'agriculture, sous-inspecteur de l'enregistrement en France, et mon supérieur hiérarchique, me confia le texte de son discours en me demandant mon avis. Je le lui donnai favorable. Ensuite, de concert, nous jetâmes le coup d'œil ultime. Tout était propre. Dans la salle du lunch, le gargotier trônait derrière une table. Ses acolytes fumaient des cigarettes nauséeuses. Un léger tumulte. « Voilà le ministre !» s'écrie Catouillard. Nous arrivons à la porte. C'était l'automobile ministérielle. Elle s'arrête. Des gens en descendent qui rapidement s'immobilisent avec des gestes graves. On le photographie. Autorisés par les photographes à entrer chez nous, ils entrent. Ils montent. Le directeur de l'agriculture, celui de l'Institut Pasteur, Gaston Catouillard et toute la troupe les reçoivent avec des visages aimables et des gestes encourageants. Il y a là le résident général, M. Stéphane Pichon, le général Roux et un vieux monsieur d'aspect lamentable et fatigué qui nous dit être le ministre attendu, M. le docteur Gauthier. Il est en costume de voyage avec un melon. Le directeur de l'agriculture s'avance vers lui et prononce une de ces harangues dont il a le secret
aimable parole, mais bafouillée de la plus malheureuse façon. J'examine le ministre. Il n'a qu'un œil ouvert. Je crois qu'il dort. Il a d'ailleurs l'air d'une gourde, mais d'une gourde sympathique. Est-ce l'effet du mal de mer? Est-ce sa physionomie naturelle? Je le croyais plutôt. Je le croirais plutôt. Enfin, le directeur de l'agriculture et du commerce s'est tu. Le ministre entr'ouvre son œil occlu et d'une voix dolente prononce des paroles distinctes. Je comprends qu'il accepte de visiter l'Institut puisqu'il ne peut pas s'en tirer autrement. Pichon penche la tête d'un œil contrit. C'est son attitude ordinaire. Je l'emmène d'abord dans mon laboratoire et commence une savante dissertation. Le ministre m'interrompt presque aussitôt pour me faire quelques réflexions incolores. Puis on vient me glisser à l'oreille de presser la visite attendu le retard qu'ont occasionné les Bizertins et les Soukelarbois. Je prends mes jambes à mon corps. Le ministre me suit. Pichon par derrière court les coups de corps. Le général Roux et Catouillard luttent de vitesse. Si Sadri, le représentant du bey, possesseur du royaume de Tunis, abandonne après quelques mètres. Zut, à une porte de sortie, voilà les photographes. Impossible de passer sans subir un arrêt. C'est fini, merci. Nous traversons la cour. Nous voilà chez les animaux. Au sortir de la salle des grenouilles, encore des photographes. Prenons un air souriant, libre. Merci, monsieur. Nous voilà maintenant dans le sous-sol, ventre à terre. Remontons. Pressons, pressons, dit le ministre. Voilà, voilà, répond Pichon. Plus qu'une salle. Je t'en fiche. 3 beaux messieurs sont là, derrière une table, et sur celle-ci des coupes avec des liquides variés. Le ministre voudrait s'enfuir. Il faut rester et boire. Il prend un sirop, moi aussi. Il boit une gorgée, moi de même. Il repose son verre, je repose le mien. Il va partir. Je l'arrête et lui envoie en pleine figure mon discours médical et statistique. Tout étourdi, il répond, mais esquisse une fuite rapide. Pichon le rattrape au passage et lui dit 2 mots. Il lui rappelle la séance de remise des décorations. C'est alors qu'il me décerne le mérite agricole. Le ministre tombe encore sur les photographes, puis leur ayant payé tribut, se cache en voiture qui l'emporte à Carthage et je ne le reverrai plus. Avouez que la narration que je viens de vous lire est de qualité. L'activité de l'Institut a été de 1893 à 1906 axée sur les services pratiques et sur l'épidémiologie. Charles Nicolle s'attaqua d'abord au paludisme et mit en place les mesures prophylactiques pour le prévenir. Il précisa la nature de certaines affections fébriles désignées sous l'appellation de fièvre du pays et montra qu'elles étaient transmises par le lait de chèvre importé de Malte et d'Italie. Il se déplaça en personne ou envoya des missions dans les régions du pays où lui étaient signalées des épidémies, typhus exanthématique, fièvre récurrente, fièvre typhoïde, dysenterie, leishmaniose, peste, choléra, trachome, bilharziose, transformant l'Institut Pasteur en une véritable plaque tournante pour la santé publique en Tunisie. Il s'entoura de collaborateurs dont certains venus de sa Normandie natale, Gaston Catouillard, Charles Comte, Alfred Connor, Ernest Conseil. Parmi les autres collaborateurs, citons Édouard Chaton, Charles Le Bailly, Georges Blanc, Charles Anderson, Paul Durand, Jean Légré, Hélène Sparrow, Lucien Balozé. Le rôle joué par le docteur Ernest Conseil mérite d'être rappelé. Il apporta une riche moisson de faits cliniques à Charles Nicolle. Désigné en 1909 à la tête du bureau d'hygiène de la ville de Tunis, il se dépensa sans souci du danger et préserva la capitale de grandes catastrophes. Charles Nicolle, reconnaissant son action généreuse et le rôle d'antenne qu'il a toujours joué dans ses travaux, s'adressa à lui en ces termes lors de la cérémonie du 25e anniversaire de direction. Il fallait pour le succès de nos entreprises un médecin qui sût chercher, découvrir, suivre les maladies utiles à nos recherches.
vous avez été ce médecin, ce collaborateur incomparable. 2 ans plus tard, à ses obsèques d'Ernest Conseil, le 6 juin 1930, Charles Nicolle saluait ainsi sa mémoire. Nos efforts étaient unis depuis 20 ans. Nos idées se sont si intimement mêlées que je ne sais plus moi-même de l'œuvre commune, ce qui m'y appartient et ce qui revient à l'autre. L'œuvre scientifique de Charles Nicolle eut un retentissement international. Elle transforma l'Institut en un centre de recherche de réputation mondiale sur les maladies infectieuses et parasitaires. Je me limiterai à rapporter quelques-uns de ses travaux. En 1906, Charles Nicolle, aidé de Charles Comte, se mit à l'étude du Kala-Azar infantile. Il identifia cliniquement la maladie, la diagnostiqua avec précision par ponction de la rate et culture de l'agent, Leishmania donovani, sur milieu NNN. Au contact de la maladie, il découvrit une maladie identique du chien, la leishmaniose canine, dont il cultiva le parasite. Il conclut que c'est le chien qui constitue le réservoir du virus et non l'homme, comme on l'admettait pour le Kala-Azar indien. Charles Nicolle retrouve dans le clou de Gafsa Leishmania tropica, découverte par Wright dans le bouton d'Alep. Il en cultiva le parasite. La même année, Charles Nicolle et Louis Manceau découvrent dans le sang du Gondi un petit rongeur du sud tunisien, un parasite nouveau qu'ils nomment Toxoplasma gondii. Ce parasite se révéla plus tard être l'agent d'une maladie humaine fréquente aux conséquences graves chez la femme enceinte, provoquant des malformations oculaires et encéphalétiques diverses chez le fœtus. La toxoplasmose est le cas unique où le germe en cause a été découvert bien avant la maladie. En 1909, Charles Nicolle fit sa grande découverte sur le typhus exanthématique, fléau qui, selon l'expression de Jean Rostand, a changé le cours de l'histoire. Il se passionna pour la fièvre récurrente et précisa son mode de transmission. Outre ses contributions majeures, Charles Nicolle obtiendra d'autres résultats dont la portée ne sera pas des moindres. Il introduisit une notion nouvelle en pathologie, celle des infections inapparentes, sorte de maladie qui évolue comme une maladie normale, avec son incubation, sa période de virulence et sa guérison suivie d'une immunité plus ou moins durable. Une maladie sans symptômes qui n'est décelée ni par le sujet lui-même, ni par le médecin. Cette notion eut des implications très importantes dans l'épidémiologie et la prophylaxie des maladies infectieuses, car pour ce qui est de la contagion, elles sont plus redoutables que les maladies manifestes du fait que l'on ne prend pas à leur égard les mesures de précaution nécessaires. Charles Nicolle comprit qu'il s'agissait d'un phénomène naturel général, d'où l'idée que la plupart des maladies infectieuses se présentent sous forme inapparente à un moment ou à un autre. La poliomyélite, par exemple, est un vieux fléau de l'humanité, comme en témoigne l'iconographie égyptienne du temps des pharaons. La poliomyélite circule généralement sous forme inapparente et immunisante. Asymptomatique dans la majorité des cas, elle se manifeste exceptionnellement lorsque se produisent les complications paralytiques. De même, Charles Nicolle eut l'intuition de l'évolution des espèces microbiennes, c'est-à-dire de leur modification possible dans le temps et dans l'espace. Le chirurgien René Le Riche, qui a succédé à Charles Nicolle au Collège de France, déclarait à ce propos: avec cette histoire universelle des infiniment petits, Charles Nicolle a animé d'une vie nouvelle la gigantesque construction pastorienne. Cette variabilité des microbes peut se traduire par la modification d'une maladie existante. Elle peut se traduire aussi par la survenue d'une nouvelle maladie. Séduit par ces idées, Georges Duhamel encouragea Charles Nicolle à écrire son fameux ouvrage « Naissance, vie et mort des maladies infectieuses », ouvrage qui a été publié en 1930. Après la mort de Charles Nicolle, la nature n'a pas manqué de lui donner raison. La variole a totalement disparu du globe. Le typhus exanthématique a perdu de sa gravité pendant la deuxième moitié du XXe siècle. L'instabilité du génome viral a été à l'origine de nombreuses mutations, telles le virus de la grippe par exemple. Des virus nouveaux sont apparus
tel le VIH, identifié en 1984, qui est à l'origine du syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. L'année 2003 a connu une nouvelle épidémie grave, due cette fois à un coronavirus nouveau apparu au Vietnam et en Chine, à l'origine du syndrome respiratoire sévère, le SRAS. L'épidémie s'est rapidement étendue un peu partout dans le monde, provoquant 1 millier de morts, et c'est grâce à une mobilisation internationale qu'elle a pu être enrayée. En 2012, donc c'est pratiquement cette année, le centre médical Erasme de Rotterdam a identifié un autre coronavirus, jusqu'ici inconnu, chez un homme de 60 ans, mort dans un tableau de pneumonie sévère en Arabie Saoudite. Des cas similaires ont été décelés en Jordanie et au Qatar. Actuellement, la maladie a entrepris sa diffusion en Europe et en Afrique avec des cas mortels. Il y a grand risque que cette maladie qui se transmet d'homme à homme ne s'intensifie si des mesures sérieuses de prophylaxie ne sont pas prises. Ainsi, pendant 33 ans, Charles Nicolle a accompli une œuvre scientifique et médicale d'une portée considérable. Cette œuvre a été couronnée par le prix Nobel de médecine en 1928, par son élection à l'Académie des sciences en 1929 et par sa désignation à la chaire de médecine expérimentale au Collège de France en 1932. Dans la lutte contre les épidémies, comme dans l'accomplissement de la recherche, il fit preuve de qualité d'expérimentateur ingénieux et d'organisateur de premier plan. Enfin, Nicolle a laissé libre cours à son talent d'écrivain et à son imagination, laissant une œuvre littéraire abondante. Le 28 février 1936, conformément à son souhait, l'illustre savant fut inhumé dans le bâtiment d'entrée de l'Institut dans sa blouse de travail. En 1966, une cérémonie a été organisée à l'occasion du centenaire de sa naissance sous le haut patronage du président Habib Bourguiba. Son bureau fut converti en musée, comportant sa table de travail, son microscope, ses cahiers d'expérience et quelques-uns de ses instruments et appareils. Un numéro spécial de la revue Les Archives de l'Institut Pasteur de Tunis fut édité à cette occasion. Étienne Burnet fut le 3e directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. Il était de 7 ans plus jeune que son prédécesseur. En 1890, à l'âge de 17 ans, il obtient le premier prix d'histoire au concours général et se classa parmi l'élite des adolescents de France. Reçu premier au concours d'entrée à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 1897, section lettres, il réussit second au concours d'agrégation de philosophie. Ce normalien et philosophe, doué et nourri aux humanités gréco-latines, décida de changer de direction et de poursuivre des études médicales pour se consacrer à la science pastorienne. Guidé par le professeur Fernand Vidal, il suit le grand cours de l'Institut Pasteur en 1903. Il exerce les fonctions de préparateur dans le service du docteur Borel, puis dans celui du docteur Metchnikov à l'Institut Pasteur de Paris, et publie en 1908 son premier ouvrage intitulé « La lutte contre les microbes », ouvrage qui fut suivi en 1911 par un autre ouvrage, « Microbes et toxines ». Ces livres connurent un grand succès. Ils furent réédités et traduits en plusieurs langues. Depuis, Étienne Burnet fut sollicité pour occuper plusieurs postes de direction, en particulier celui de directeur de l'Institut Pasteur d'Athènes. Mais il préféra rester à Paris, où il avait noué des amitiés précieuses et des relations illustres. Il fréquentait les salons littéraires où, avec Anatole France, il se distinguait par la richesse de sa conversation et son immense savoir. Il ne manquait cependant pas de participer ou de diriger des expéditions scientifiques à l'étranger. Mobilisé pendant la guerre 14-18, il contracta le paludisme dans l'armée d'Orient. De retour à la fin de la guerre, il reprit ses recherches sur la tuberculose à Paris. En 1919, il eut une hémoptysie. Le docteur Calmette lui conseilla un séjour de quelques mois en Tunisie.
Il y resta 9 ans. À son arrivée à Tunis, il ne connaissait Charles Nicolle que par les récits de son frère aîné Maurice, avec qui il était lié d'amitié. Nommé en 1920 sous-directeur, il entreprit des études sur la mélitococcie ou fièvre de Malte et publia plus d'une trentaine de mémoires sur les différents aspects de cette maladie. Il trouva dans l'intradermoréaction à la mélitine un procédé de diagnostic de la maladie humaine. Il donna en même temps libre cours à ses dons littéraires. Il termina La Tour Blanche, qui rapporte ses souvenirs sur la guerre d'Orient, et écrivit 2 romans, Loin des icônes et La Porte du Sauveur, puis un volume d'essais littéraires, Essence, qui eurent tous un succès retentissant. Cependant, des malentendus surgirent entre lui et Charles Nicolle, à la suite desquels il quitta Tunis en 1928, où un poste à la section d'hygiène de la Société des Nations à Genève l'attendait. Là, il fit un travail très important et qui dura 8 ans, où il exerça les fonctions d'expert hygiéniste. Ses écrits et rapports sur la prophylaxie de la tuberculose, la lèpre, l'hygiène publique, l'alimentation, l'enseignement sont pris en exemple. En mars 1936, il apprend que l'Institut Pasteur de Paris compte sur lui pour succéder à Charles Nicolle, qu'il avait désigné dès 1935 comme son successeur. Il se rend de nouveau à Tunis, où il fait preuve de ses talents d'organisateur et de ses qualités humaines et scientifiques. Mais ses idées libérales étaient mal vues à l'époque. Sa mise à la retraite en 1943 se fit dans des conditions difficiles et il fut agressé par la Main Rouge à la veille de l'indépendance. Jusqu'à sa mort en 1960, il venait régulièrement consulter des ouvrages à la bibliothèque de l'Institut. Le rencontrant, je le saluais avec respect. Il me rendait chaleureusement l'appareil, le regard pétillant d'intelligence. Comme Charles Nicolle, il est inhumé à l'Institut Pasteur de Tunis. Son épouse, Lydia Burnet, une ancienne infirmière russe qu'il épousa en 1917, venait tous les dimanches matins, quel que soit le temps, se recueillir sur sa tombe. À sa mort, elle fut inhumée à sa demande sur son mari. De 1943 à 1949, le docteur Lucien Ballozet assura l'intérim de la direction de l'Institut, date à laquelle le docteur Durand reçut sa nomination de directeur. Ancien interne des hôpitaux de Lyon, Paul Durand a Tunis en 1923. Ses travaux sur la culture des rickettsia dans les poumons de souris infectés par voie respiratoire et traités au formol lui avaient permis de mettre au point un vaccin contre le typhus. Vaccin tué, donc inoffensif, connu sous le nom de vaccin de Durand et Giroux. Plus tard, remplaçant le formol par un antiseptique soufré, le Xantate, il obtint un vaccin beaucoup plus actif. Il publia de nombreuses études sur le traitement de la typhoïde, de la peste, du paludisme, de leishmaniose. Ayant exercé pendant l'été 1954 les fonctions d'interne au service des contagieux à la RAPTA, qu'il dirigeait avec l'assistante du docteur Mahmoud Khiari, j'ai eu l'occasion d'apprécier son sens clinique. Je garde présent le souvenir de ces discussions passionnées sur le paludisme avec le docteur Robert Dupoux, ancien directeur de la santé publique, qui fréquentait alors le service à titre bénévole. Le docteur Paul Durand assura la direction de l'Institut jusqu'à sa retraite en 1955. De 1955 à 1960, la direction de l'Institut échut au docteur Gérard Renoux, qui avait axé son travail de recherche sur la brucellose. Expert de l'OMS, il entreprit la comparaison de divers vaccins antibrucelliques appliqués aux animaux. Enfin, le docteur Levaditi assura une direction de transition de 1960 à 1962. Personnellement, je n'ai connu ni Adrien Loire ni Charles Nicolle. J'ai entrevu Étienne Burnet et assisté à certaines de ses conférences. J'ai mieux connu Paul Durand. J'ai exercé à l'Institut avec les 2 derniers directeurs, d'abord en tant que chef de service, puis sous-directeur, avant d'assurer la direction de 1962 à 1988.
Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Tunis fête son 120e anniversaire. Son histoire est jalonnée de recherches et de découvertes en microbiologie, à côté de sa production de vaccins, de sérums et de produits biologiques et de son activité pratique de biologie clinique. L'avènement de la biologie moléculaire, de l'immunologie, de la génétique et l'essor des biotechnologies pendant la deuxième moitié du XXe siècle nous avait ouvert de nouvelles perspectives. Fidèle à sa mission, l'Institut Pasteur de Tunis, avec ses nombreux cadres médicaux et scientifiques actuels et son équipement rénové, saura poursuivre sa route dans ce nouveau siècle avec la volonté et la détermination de ses devanciers afin d'assurer la maîtrise de notre avenir dans le domaine des sciences médicales. Je vous remercie.